Donc, je remercie Aurélien et Vlad pour cette présentation et je laisse la parole à Vladimir pour la revue mensuelle de l'actualité, de l'OSIR et surtout des vulnérabilités. Essentiellement. Donc bonjour à tous à nouveau, donc bienvenue pour la revue d'actualité de l'OSIR, actualité du mois écoulé. Donc je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y a pas mal de sujets. Alors je rappelle quand même au cas où, ce n'est pas exhaustif, ça n'a pas vocation à être exhaustif. J'ai forcément oublié plein de choses, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est d'avoir les sujets amusants. Et si j'en ai oublié, vous pourrez me les reciter à la fin. Rapidement, les bulletins de sécurité Microsoft, donc pas mal de vulnérabilités. Les remarquables, donc il y en a plusieurs sur le spooler d'impression, ça nous en avions déjà parlé les mois derniers avec Print Nightmare. Et celle d'avant est assez rigolote, puisque c'est une exécution de code à distance sur WLAN Autoconfig, qui est le système qui permet de configurer automatiquement donc le Wi-Fi. Et donc il y aura une exécution de code à distance. Je n'ai pas trouvé de code d'exploitation, mais ça a l'air plutôt intéressant de creuser. Ensuite, ça c'est le petit tableau que nous montrons à chaque fois, donc là où nous en sommes avec les versions, il faudrait qu'on rajoute Windows 11 d'ailleurs, les versions supportées, encore supportées de Windows, donc ça je passe, vous le verrez dans les slides. Alors, Print Nightmare, justement nous venons d'en parler, donc Print Nightmare a priori c'est fini, c'est enfin fini depuis le bulletin de septembre. Par contre, il y a pas mal de problèmes avec les imprimantes depuis ce correctif, depuis le dernier correctif. En particulier en Bluetooth. Donc, il se peut que vous ayez à désactiver le correctif de sécurité pour pouvoir à nouveau imprimer. Voilà. Alors ça, c'est un petit avertissement avant de passer au slide suivant, parce qu'il y a les années 90 qui ont appelé et qui veulent récupérer leur vulnérabilité. Et vous allez comprendre avec les différentes vulnérabilités du mois. Première vulnérabilité, c'est Omigod, dont je pense que tout le monde a un petit peu entendu parler. Concernant Azure, où en gros OMI, c'est un outil qui permet de faire de l'administration à distance, de l'exploitation à distance sur différents OS et en particulier sur Linux et qui est déployé par défaut par Microsoft sur les VM Linux Azure. Alors déployé par défaut sans que la plupart des utilisateurs ne le sachent. D'ailleurs, a priori, la plupart des gens ne le savaient pas. Sauf que cet outil accessible à distance pour faire de l'authentification sur des ports un peu exotiques dans les 5000 ou 58 000, je ne sais plus, était vulnérable à pas mal de vulnérabilités et en particulier une exécution de commande à distance. Pas de code, de commande. Donc l'intérêt, c'est que c'est hyper stable. Et donc en fait, il était possible de compromettre totalement une infrastructure Azure juste grâce à cet outil en exploitant cette vulnérabilité. Enfin, infrastructure Azure d'entreprise. Autre chose rigolote ou pas, c'est que comme il y a pas mal de sur le marketplace Azure, il y a pas mal d'appliances ou autres qui sont basées sur Linux qui sont fournis. En particulier, vous avez par exemple IBM QRadar qui était fourni par IBM et donc, QRadar le SIEM de IBM et qui était vulnérable à Omigod. Autre vulnérabilité des années 90, c'est donc le contournement de l'écran de verrouillage de Windows. Moi, ça m'a fait beaucoup penser aux techniques qu'on utilise pour faire de l'évasion de Citrix lorsqu'on est en environnement Citrix pour essayer de sortir de l'environnement et avoir accès à une console, des choses comme ça. Alors en fait, là dit comme ça paraît simple, mais c'est pas simple du tout. Je vous recommande d'aller voir l'article parce que en gros, la personne au moment de l'authentification fait une authentification en échec, arrive à déclencher l'affichage. Alors je crois que c'est d'un navigateur Internet Explorer, mais qui est caché. Et en utilisant le clavier, faisant haut, bas, tabulation, il arrive à aller dans les menus, à lancer les paramètres de Windows, à réactiver un paramètre spécifique de Windows. Enfin, c'est très compliqué. En gros, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on ne voit pas réellement ce que l'on fait. Il faut vraiment connaître toutes les actions qui sont à faire pour ensuite réussir à exécuter une commande. Enfin, en gros, avoir un shell. Mais c'est assez rigolo à voir. Et juste pourquoi Citrix? Parce qu'en fait, c'est classique sur les environnements Citrix. Pour sortir de l'environnement Citrix, en général, on essaie d'avoir dans les menus l'accès à un explorateur ou un menu d'aide avec un lien sur lequel on peut cliquer qui ouvre un Internet Explorer à partir duquel on peut soit essayer d'enregistrer un fichier et à nouveau ouvrir un shell, des choses comme ça. Alors le premier sujet est assez rigolo, c'est l'authentification sur Azure normalement est limitée en nombre de tentatives, mais en fait il y a un mode un peu particulier qui est lié au SSO qui s'appelle le Seamless SSO qui utilise un ticket Kerberos et en fait comme c'est du SSO,
c'est pas vraiment une authentification, c'est une identification, même si on a un ticket avec un login et un mot de passe sous forme de condensat, ce qui fait qu'on peut jouer une authentification quasiment autant de fois qu'on veut, et en gros on peut faire du brute force sur les comptes d'utilisateurs sans déclencher le moindre seuil limite qui bloquerait le compte. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'a priori il n'y aurait pas de log ou très peu de log sur ces tentatives-là. Ça, c'est juste, je vous recommande, parce qu'il y a eu pas mal de sujets sur ADCS récemment. Il y a cet article qui est plutôt pas mal, qui explique vraiment comment marche la technique. Sinon, vous avez l'épisode No Limit Sécu. Autre sujet, Microsoft. Donc, Microsoft, depuis quelques années, publie annuellement des rapports sur tout ce qu'ils voient en termes d'attaques, compromissions, etc. Et donc là, ils viennent de sortir leur rapport 2021. Et donc, en gros, 58% des attaques vis-à-vis surtout de Microsoft viendraient de la Russie. Et 32% de ces attaques viendraient des renseignements russes, selon Microsoft. Après, il y a aussi 46% des attaques qui visent les USA. Ça, c'est vraiment les chiffres qui m'ont interloqué. C'est 19% qui visent l'Ukraine. Ukraine, cible stratégique pour la Russie. Donc, le rapport se lit bien. Il peut vraiment se lire en diagonale assez vite et c'est plutôt intéressant. Une vulnérabilité aussi rigolote, mais malheureusement corrigée pour tous ceux qui l'exploitaient. Enfin, malheureusement, je parle pour les Red Team et les Pentests, bien sûr. Dans Firefox et Chrome, vous aviez la possibilité d'appeler Internet Explorer en utilisant un schéma. Alors, je l'ai traduit par schéma, mais je ne sais pas comment traduire scheme en français. Mais en mettant MK 2.2, comme le HTTP 2.2, ça permet d'appeler une URL avec Internet Explorer. Et donc, ça permet de bénéficier des vulnérabilités d'Internet Explorer depuis Chrome ou Firefox, par exemple. Et en particulier, ça peut être utilisé pour les vulnérabilités, une vulnérabilité web qui ne permettrait pas de sortir la sandbox Chrome pour vraiment revenir sur de l'Internet Explorer. Ça, hop. Alors ensuite, là, on va attaquer les applications web et framework, et donc là, beaucoup de vulnérabilités sans authentification. La première, c'est sur VMware. Donc il y a plusieurs vulnérabilités, en particulier sur vSphere, où il est possible, vous avez l'exploit en gris. Il est possible tout simplement d'exécuter du code à distance assez simplement quand une option spécifique est activée, mais apparemment elle est assez souvent activée. Et ça permet tout simplement, là vous avez par exemple l'ajout d'une commande dans la cron tab, mais pardon, un netcat, mais oui c'est ça. Et voilà, donc exécution de code à distance. Sur vCenter également VMware, vous avez une autre exécution de code à distance qui là en fait permet alors je crois qu'on avait déjà parlé cet été, mais comme je l'ai exploité récemment, j'ai un peu détaillé, qui permet de déposer un fichier compressé sur la cible, qui va le décompresser, et avec un pass traversal, il est possible d'aller écrire un peu où on veut, et ensuite si on upload par exemple un JSP, donc un script exécutable, ça permet après d'avoir une exécution de code. Par contre, on est limité parce que ça n'est que l'utilisateur vSphere qui fait tourner le script. Il y a une particularité, parce que moi j'ai eu à l'exploiter il y a quelques temps sur un Linux, et en fait, à la différence de Windows où ça marche tout de suite, sur un Linux, vous avez une petite astuce. Vous avez ici le nombre en rouge incrémental que vous devez incrémenter et tester de 1 à plus de 250 pour trouver quelle est la bonne valeur installée sur la cible. Mais ça se fait bien. Autre vulnérabilité exécution code à distance, c'est sur Atlassian Confluence. Ça, il y a eu beaucoup de documentation sur le sujet, donc je passe. La deuxième, c'est pas une exécution de code, là c'est une lecture arbitraire de fichiers, donc qui permet sans authentification de lire n'importe quel fichier. Donc là vous avez quelques exemples de code d'exploitation. Vulnérabilité typique des années 90. Et là on attaque le gros sujet du moment, donc vulnérabilité sur Apache. Alors soi-disant exécution de code à distance sans authentification. À la base, c'est une inclusion locale de fichiers, donc une LFI. Si mode CGI est activé, ce qui est quand même assez rare, enfin, il y a sur Shodan, je crois qu'il y a plus de 111, 112 000 Apache dans cette version avec mode CGI potentiellement activé. Et dans certains cas, il est possible de transformer la LFI en RCE, mais ces cas sont ultra rares parce qu'il faut que déjà dans la configuration Apache, il y ait une modification du all denied en all granted, donc donner l'accès au directory, donner tous les accès. Et il faut également que ce soit pour soit /bin
donc qu'on va utiliser pour exécuter du code, soit slash, c'est-à-dire qu'en gros personne normalement n'est censé faire ça. En gros, ça donne accès à Apache à tout le disque, et ce qui normalement ne peut pas arriver. Mais en tout cas, si vous êtes dans ces conditions-là, vous avez une exécution de code en une simple ligne de commande. Ça a fait beaucoup de bruit parce qu'en fait ça a été corrigé. A priori ça a été contournable en utilisant point virgule. J'explique juste, en fait, ça, le %2e, c'est l'encodage du point en hexadécimal. Et la problématique vient du fait que, a priori, Apache normalise l'URL avant de la décoder. Donc le décodage se faisant après, on arrive à point et on arrive à faire une LFI, en tout cas un pass traversal. A priori, alors ça demande encore à être confirmé, mais la version corrigeant la seconde vulnérabilité est contournable tout simplement en faisant du double encodage. C'est-à-dire que là, en fait, le %32, %75, ça revient à du 2E, et c'est un double encodage classique. Mais par contre, ça demande à être confirmé parce que moi, j'ai pas réussi à l'exploiter tel quel. Et alors juste, je vois que Hervé dans le chat dit qu'il ne m'entend plus. Tout le monde ne m'entend plus ou il n'y a qu'Hervé? Ok, bon. Si, on t'entend. Parfait, merci. Ça, en fait, c'est le commit qui est à l'origine de la vulnérabilité. Et c'est dommage parce qu'en fait, la personne avait documenté en disant que l'objectif, c'était de simplifier le code, mais que ça ne changeait pas fonctionnellement je ne sais pas si sur cette capture d'écran que je l'ai mis, mais que ça ne changeait pas fonctionnellement le code, et en fait si, ça a introduit une vulnérabilité, et elle a été introduite en juin 2020. Ensuite, vulnérabilité sur macOS et iOS. Bon, macOS, ça c'est assez intéressant, c'est un peu comme beaucoup de formats de fichiers sous Windows, vous pouvez exécuter du code en ouvrant un certain format de fichier qui est là le inetlock, où en gros, en utilisant ce type de chemin, vous pouvez là exécuter la calculatrice. L'astuce, c'est que à la base, la première faille, c'était sur file en minuscule, mais en mettant par exemple le F en majuscule ou le L en majuscule, vous pouvez contourner le correctif et à nouveau exécuter du code. Autre vulnérabilité qui est sortie il y a quelques jours, je crois que le correctif date d'hier ou de ce matin, sur iOS 15.01 et 15.0. Vous avez une élévation de privilège local qui apparemment est exploitée dans la nature, et donc il est recommandé de passer en 15.02 si vous avez un iPhone. Et vous avez donc un exploit, genre je sais pas si je crois que c'est celui-là. Il y a une vidéo qui a été faite, mais en fait qui a été pas mal critiquée sur le net, qui n'était pas du tout l'utilisation de la vulnérabilité, qui était une fausse vidéo. Mais vous avez ici un véritable exploit avec l'article associé qui décrit vraiment le fonctionnement de la vulnérabilité. Elle démarre par un integer overflow, je crois, de mémoire. Ensuite, autre sujet sur iOS. Bon, alors ça, c'est en gros un chercheur qui a remonté une vulnérabilité à Apple, donc qui a été par le programme de Bug Bounty Apple, et qui n'a pas été crédité dans le bulletin d'Apple, donc très très mécontent. Il a publié les 4 vulnérabilités, dont 3 0D. Alors c'est pas non plus des 0D avec l'exécution de code à distance. Globalement, ce sont des vulnérabilités qui permettent à une application installée d'avoir accès à des données sensibles. Là, vous avez un peu de détails. Globalement, l'application peut accéder aux informations de Wi-Fi, aux informations du propriétaire, etc. Mais voilà, ne sont pas non plus très critiques. Et de ce que j'ai lu, il y a pas mal de chercheurs en sécurité qui sont assez mécontents d'Apple sur la gestion de leur bug bounty. Alors ça, j'ai pas fait. Hop. Ensuite, Hack 2.0. Alors le premier sujet est très intéressant. Donc il y a un article qui a été... Alors à la base, les gens qui ont trouvé ça essaient de trouver des techniques pour contourner les restrictions et les censures de différents pays ou différentes solutions de sécurité. Et ont trouvé un moyen de générer du déni de service distribué, réfléchi, entre guillemets, à partir de ce qu'ils appellent des middle box, c'est-à-dire essentiellement des firewalls, des IDS, des IPS, des choses comme ça. En gros, ces équipements, dans certaines configurations, sont capables de traiter des flux asymétriques.
Alors je vais pas rappeler comment fonctionne TCP pour tout le monde, mais en gros vous avez un check TCP qui demande à ce que l'équipement qui est au milieu normalement reçoive les connexions et puis les acceptations de connexion. Mais comme ces équipements ont la capacité de fonctionner en mode asymétrique, avec un routage asymétrique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas recevoir toutes les réponses et tous les allers et tous les retours. De ce fait, il y a un mode un peu particulier qui fait qu'il est possible de spoofer une adresse IP source et de demander à ces équipements, par exemple d'accéder à une page, alors dans l'exemple il parle d'un site porno, mais d'accéder à une page qui serait bloquée, et dans ce cas-là, l'équipement va directement renvoyer une page web, par exemple, avec un avertissement en disant voilà, il est interdit d'aller sur cette page, et donc va envoyer tout ce contenu qui est quand même assez conséquent à la cible. Et l'intérêt, c'est que donc vous pouvez très simplement spoofer l'adresse IP de la cible en TCP, ce qui est très intéressant, plutôt que de l'UDP, et demander à ce que ces équipements renvoient en boucle des pages web, enfin donc des gros paquets à la cible. Et donc vous avez un déni de service distribué. Après, il faut d'abord identifier, enfin les chercheurs donnent des scripts et des outils pour identifier les équipements vulnérables, mais bon, après il faut juste les identifier. Mais c'est plutôt intéressant, puis c'est assez rigolo à lire. Ça, je passe juste, mais c'est une version Linux de Cobalt Strike qui, au moment de la publication, n'était pas détectée par les antivirus. Alors, la première est très très intéressante. Globalement, dans la plupart des équipements que vous avez, que ce soit des smartphones ou des ordinateurs, vous avez en général la même carte, le même équipement qui fait à la fois Wi-Fi et Bluetooth. Par contre, en général, vous avez une puce ou un corps de CPU qui est dédié au Bluetooth et un autre pour le Wi-Fi. Normalement, il n'est pas possible de passer de l'un à l'autre. Mais en fait, dans certains cas, donc là ici par exemple c'est Broadcom, il y a une mémoire qui est partagée. Et il est possible, par exemple, si on compromet le Bluetooth, d'aller écrire dans la mémoire partagée. Et dans la mémoire partagée se trouve du code que le corps ou la puce Wi-Fi va exécuter. Et donc on se retrouve avec une exécution de code côté Wi-Fi. Donc c'est intéressant, ça fait une espèce de pont entre les deux. Le deuxième, j'aurais presque dû le mettre dans Troll, c'est assez rigolo. C'est je crois que c'était en Chine, suite à une manifestation, enfin un événement avec des drones lumineux dans le ciel. Ils ont commencé à tomber les uns après les autres et a priori, les gens disaient que c'était potentiellement un concurrent qui avait perdu l'appel d'offres qui brouillait. Je sais pas, mais dans tous les cas, comme il y a de plus en plus d'événements où on remplace les feux d'artifice par des drones, ça peut être assez risqué d'être en dessous, d'être sous les drones s'il y a une attaque de brouillage par exemple, de piratage des drones et qui commence à tomber. Alors là, c'est juste une image à fixe, mais vous voyez la vidéo, les drones qui tombent les uns après les autres. Fuite de données Facebook. Donc il a été annoncé qu'il y avait une fuite de données de 1,5 milliard d'utilisateurs Facebook sur le forum Red Forum. En fait, a priori, ce serait faux. La personne qui avait publié ça disait que ça avait été volé à une entreprise nommée X2 Emails, qui était capable d'avoir toutes ces données. Et en fait, ce serait juste une arnaque. Un cybercriminel qui arnaque un cybercriminel, c'est vraiment moche. Et donc en fait il n'y aurait pas cette fuite de données ne serait fausse. Le post a d'ailleurs été retiré. Vous avez là juste le lien vers la copie archive.org de la publication. Fuite par contre là avérée, Twitch. Donc il y a eu beaucoup de gens qui en ont parlé, en particulier les Twitchers et les YouTubers. Quasiment tout est sorti de Twitch. Pas tout, parce qu'apparemment il n'y a pas tout ce qui est conversation privée entre les Twitchers, enfin les utilisateurs et un certain nombre d'éléments, mais en gros vous avez tous leurs outils, tous leurs dépôts de code, vous avez aussi des rémunérations c'est surtout ça qui a fait beaucoup de bruit, les rémunérations des Twitchers, beaucoup de choses qui sont sorties. Ce que j'ai pas tout à fait compris, c'est que les gens parlent du plus gros piratage de la décennie, voire du siècle, voire de l'histoire, comparé à ce qu'on a vu précédemment, alors j'ai mis une petite liste comme du Vault 7, du Hacking Team, où là on a carrément dans Hacking Team tout leur exchange qui est sorti, leur mail, tout leur filer, 100% du système d'information est sorti. Shadow Broker aussi, avec les conséquences que ça a eu sur toutes les entreprises en Ukraine et en France, ou la fuite de données avec tous les citoyens américains, où il y a toutes leurs données, 100% de leurs données, c'est-à-dire leur nom, prénom, adresse, mail, goût, préférence, orientation sexuelle, musique qu'ils écoutent, livres, etc. Je pense pas que Twitch soit la pire fuite. En tout cas, ça reste mon avis personnel.
Après, beaucoup disaient aussi que Twitch allait disparaître à cause de ça. Très honnêtement, j'en doute parce que bon, les conséquences me paraissent limitées. Et je vois, on me dit oui, et que tout ça c'est inconnu du grand public, mais pas Twitch. Oui, tout à fait, je comprends. Autre sujet, panne. Donc vous en avez forcément aussi entendu parler. Facebook est tombé en panne. Bon, globalement, c'était un problème BGP, a priori erreur humaine à l'origine, et beaucoup de problématiques pour remettre en route parce qu'il fallait impérativement être sur site, et entre les contrôles de sécurité, des accès physiques, plus toutes les mesures de sécurité logiques pour accéder aux routeurs et équipements, ça fait qu'il a fallu un certain temps pour tout remonter. Et par contre là, comme Twitch, donc la fuite de données du siècle, là encore tout le monde disait que en gros si Facebook était en panne, Internet était en panne, alors que les pannes des GAFAM, ça arrive tout le temps. Les grands acteurs du cloud américain tombent tout le temps en panne. Là vous avez les différents sites qui référencent leur niveau de disponibilité et les pannes, et en fait vous en avez régulièrement. Nous en parlons régulièrement à l'OCIR. Donc voilà, bon, rien d'exceptionnel en soi, si ce n'est la panique de tous les gens qui utilisent Facebook. Mais ce qui est rigolo, c'est que le problème vient de BGP. Donc je pense que vous connaissez tous BGP. Donc c'est Bridging Gap Protocol, bien sûr, protocole ultra connu qui gère la haute disponibilité d'Internet. Donc ça vient de Sky News. Je sais pas quel est le stagiaire qui a mis ça, mais bon, une recherche sur Google prenait 2 secondes et il aurait eu la bonne réponse. Ensuite, publication. Donc vous avez la l'ANSSI qui a republié son document concernant l'authentification et en particulier les mots de passe. Donc le document a été complètement réécrit. Je vous recommande la lecture, il est pas mal, je l'ai lu très rapidement en diagonale. En particulier sur les mots de passe, ils disent ce que tout le monde dit depuis un moment, c'est que finalement exiger des utilisateurs des mots de passe ultra complexes et qui changent tous les mois, c'est contre-productif parce que les utilisateurs ne pourront pas les retenir. Et donc vont trouver des techniques pour les retenir, ce qui sera écrire sur un post-it ou avoir des mots de passe incrémentaux ou réutiliser. Donc ça c'est pas mal, et puis bon, il y a pas mal de choses également dans le document. Vous avez également un rapport d'AXA qui est sorti sur les risques futurs, et sans surprise, le risque cyber est numéro 2 après le climat, mais finalement le risque cyber était déjà numéro 2 les 4 dernières années. Le climat n'était juste pas numéro 2 l'année dernière, c'était les pandémies qui étaient le risque numéro 1. Mais bon, voilà, le risque cyber, c'est toujours dans le top 3 des risques de la plupart des assureurs. Concernant les outils, vous avez WireGuard qui est le VPN simplifié pour Linux qui a été intégré à Freebox et également qui va être intégré dans le noyau Windows. Autre outil intéressant qui a été présenté à la BruCon, oui c'est ça, Handlecats, qui en fait permet de faire de la capture de la mémoire, en particulier de l'Alsace et autres, et qui utilise pas mal de techniques assez rigolotes ou en tout cas ingénieuses de façon à ne pas être détecté. En particulier, il utilise une réimplémentation de la fonction du mini-dump intégré à Windows. Là, c'est la réimplémentation de ReactOS qui est utilisée, ce qui rend le truc plus discret. Et vous avez aussi l'utilisation d'un Phantom DLL Hollowing. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est une version un peu, on va dire pas simplifiée, mais réduite du DLL Hollowing, qui permet en fait de ne pas tout écraser, mais d'écraser juste une section pour fonctionner. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas détecté, alors au moment où j'ai écrit ça, par les antivirus et les EDR. Autre outil, j'aurais dû mettre une capture d'écran, c'est GitOps, qui est un outil assez intéressant qui permet d'avoir un graphe, au sens graphe de données, de toutes les hiérarchies entre les comptes utilisateurs, les variables, les jobs, etc., CICD d'un GitHub ou de plusieurs GitHub. Et en fait, vous avez un graphe un peu comme peut l'être le graphe Boudand, et ça vous permet de trouver des chemins de compromission, en tout cas d'affaiblissement. Alors je l'ai pas utilisé, je me suis limité à regarder le code et les captures d'écran, mais ça a l'air plutôt prometteur. Autre outil, enfin collection d'outils, donc la sortie de la nouvelle version de Tsurugi Linux, donc la distribution de Giovanni.
avec pas mal de nouveaux outils. Je vous laisserai lire hors ligne tout ce qu'il y a comme nouveaux outils, mais en particulier, est-ce que je l'ai mis? La partie reconnaissance, oui, c'est ça. La partie reconnaissance faciale, Giovanni a développé pas mal de choses sur le sujet qui permettent de faire de la reconnaissance faciale massive, de détecter les plaques d'immatriculation sur des vidéos, des choses comme ça. C'est vraiment très très intéressant. Donc si vous faites de l'inforensique, je vous recommande fortement, ou de l'osine, je vous recommande fortement cette distribution. Business et politique. Alors côté business, je n'ai qu'une seule chose, c'est le fait que F5 est acquis la société ThreadStack. J'ai pas très bien compris ce que fait l'entreprise, ça ressemble à une espèce de SOC cloud, mais pour une somme qui est quand même assez conséquente. Côté politique, donc on revient sur Facebook, il y a une ancienne salariée de Facebook qui a récupéré pas mal de documents un peu confidentiels et sensibles et qui a publié ça, enfin qui a donné ça à la presse et qui finalement décrit tout ce qu'on sait déjà sur Facebook, c'est que Facebook a tendance à proposer du contenu qui est plutôt attirant mais donc forcément mensonger ou complotiste et le but étant que les gens restent le plus longtemps sur la plateforme et que forcément, enfin ça c'est pas une surprise, que Facebook accentue les problèmes d'image de soi et de mal-être psychologique, qu'ils le savent et qu'ils ne font rien, enfin voilà. Le gros sujet, c'est surtout que Facebook a menti à ses actionnaires, ce qui est illégal pour une entreprise cotée aux États-Unis. Je crois que vous avez le droit de mentir si vous n'êtes pas coté, mais si vous êtes coté, vous ne devez pas mentir. Donc les documents prouvent que Facebook aurait menti à ses actionnaires, et donc je ne sais pas quelles seront les conséquences, mais Zuckerberg va encore se faire convoquer par des sénateurs. Alors ça c'est sorti, il n'y a pas eu beaucoup de bruit là-dessus, alors que pourtant c'est quand même assez inquiétant. C'est que le gouvernement américain a la capacité de fournir des listes de mots-clés à Google et de demander les informations de tout utilisateur qui saisirait ces mots-clés dans le moteur de recherche Google. Alors, c'est en partie lié à des affaires un peu sordides d'abus, de viol, etc., ou de disparition, mais ça veut dire que le gouvernement américain a quand même cette capacité-là, ce sur quoi Google ne communiquait pas du tout, il ne communique pas. Ensuite, politique encore, donc en Hollande, alors ça aussi c'est intéressant, c'est que la Hollande a annoncé publiquement qu'en cas d'attaque numérique contre un de ses systèmes critiques, ils auraient soit une réponse militaire, soit une réponse informatique, donc de hackback. Et sachant qu'ils l'ont déjà fait il y a quelques temps, je ne sais plus quand est-ce que c'était, il y a quelques années, contre le FSB en piratant les locaux du FSB et en particulier les caméras de vidéosurveillance. Je crois que nous en avions parlé à l'époque à l'OCIR. Et tout avait été d'ailleurs publié publiquement. Autre sujet, parce qu'on parle beaucoup de vulnérabilité, donc la loi est passée côté Chine. Maintenant, le gouvernement chinois va pouvoir préempter toutes les vulnérabilités trouvées par les chercheurs chinois. Donc, ils devront d'abord communiquer leurs vulnérabilités au gouvernement avant de les communiquer au programme de bug bounty ou autre. Et bien sûr, on se doute tout à fait que si le gouvernement chinois fait ça, c'est uniquement pour corriger les vulnérabilités et pas du tout les réutiliser. Conférence passée, alors j'en ai pas noté beaucoup, mais j'en ai manqué pas mal. Donc il y a eu Blackal, Sebrucon, prochaine à venir, le hack, je sais plus. Hervé m'avait dit, mais je sais plus quand est-ce qu'est décalé le hack, ou c'est pas annulé, je sais plus. Donc Stick l'année prochaine, là en ce moment il y a les assises, enfin qui démarrent demain, Stack qui sera d'ailleurs Stick, il faut que je mette à jour, c'est pas bon du tout. Stack qui aura lieu dans quelques jours et Insomniac qui est reporté en 2022. Si vous avez d'autres conférences que j'ai loupées, n'hésitez pas à l'ajouter dans le chat. Ouais, bah je serai à Sexy. Tu seras à Sexy? Sexy. C'est une conférence, ça? Non, c'est la conférence sécurité au bord de la mer. Ah. SECSEA. Sexy. SECSEA. Organisé par Hacking Provence à La Ciotat. Ok. Ben, c'est un samedi, c'est bien. Et je serai aussi à Ubis. Ok. Et à Brest. Le week-end du pont du 11 novembre. Et nous attaquons les derniers slides. Alors ça, c'est ni un troll ni rien, mais je trouve que c'est très intéressant. Je vous recommande la lecture de
alors certains l'appellent blog, eux, se nomme newsletter. Donc Pawn, qui est très très intéressant, qui parle d'affaires récentes ou pas de cybercriminalité, qui les détaille et explique tout ce qui s'est passé. Et en particulier, la dernière publication concerne l'intervenant chez Edenred, qui venait pour faire de la réponse à incident suite à un rançongiciel et qui a très gentiment fait chanter Edenred en se faisant passer pour le cybercriminel pour essayer de leur soutirer quelques centaines de milliers d'euros, ce qui est un petit peu moche. Ensuite, ah oui, le premier est assez rigolo. C'est donc il y a un forum qui correspond à un jeu vidéo sur des chars d'assaut. Et dans ce forum, les gens débattaient de certaines caractéristiques, en particulier du char Leclerc. Et je crois que c'était la vitesse de rotation de la tourelle. Et donc en fait, pour clore le débat, une personne qui a priori serait un vrai pilote de char Leclerc a publié des documents considérés comme confidentiels de caractéristiques du char Leclerc pour dire non, regardez, j'ai raison. Ce à quoi à un moment des gens ont commencé à dire oui, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous publiez des documents qui sont quand même confidentiels? Et voilà, donc vous avez le post vers le forum là, je sais pas s'il a été supprimé, mais voilà, c'est comment faire fuiter de l'info. Deuxième sujet, donc ça c'est un think tank qui est situé à Harvard, je crois, Belfer Center, qui a publié donc une étude sur les capacités cyber de tous les pays. Et nous sommes dans le top 10. Alors par contre, nous sommes surtout dans le top 10 parce que nous sommes deuxième au niveau de défense. Côté offensif, je crois qu'on est, on est 10e côté offensif, donc bravo les DGSE, DGSI pour ce classement, alors que, enfin bravo au sens négatif, alors que si nous sommes deuxième côté défense, ça c'est je pense surtout grâce à l'ANSSI. Donc en moyenne nous sommes 6e. Et je crois que c'est le dernier slide. Donc Conti, qui est un groupe d'auteurs de malware très très connu en ce moment, a priori, dans le malware et dans la partie crypto, ils ont laissé une porte dérobée qui leur permet de déchiffrer tous les fichiers chiffrés, et sur la partie négociation avec les cibles, ils peuvent également prendre le contrôle des négociations. Donc ça a été découvert, publié, ce qui fait que les clients de Conti sont assez mécontents, et certains ont commencé à communiquer sur le fait qu'ils ont des doutes que Conti ait pris le contrôle de leurs négociations pour négocier les rançons à leur place et leur entre guillemets voler leurs rançons. Donc voilà, on peut vraiment plus faire confiance aux cybercriminels, c'est triste. Et dernier sujet, c'est VX Underground qui s'est lancé dans un sujet vraiment gigantesque qui consiste à collecter toutes les documentations de toutes les APT qui ont eu lieu et aussi de récupérer tous les échantillons de toutes les APT. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont réussir. A priori, ils ont pas mal avancé. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont réussir à publier ça, mais ce sera à mon avis très intéressant. Et c'était le dernier slide. Donc, prochaine réunion le 9 novembre, toujours en vieux malheureusement. Je pense que nous allons essayer d'organiser un afterwork ou un événement en présentiel assez prochainement. Et nous vous tiendrons au courant. Et c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des éléments que j'ai oubliés, n'hésitez pas, je les rajouterai dans les slides. Voilà. Eh bien, je viens juste de retrouver le son. Parfait. Donc, j'ai pas tout entendu, mais je remercie vraiment Vladimir pour sa présentation. Et je sais pas ce que. Enfin, merci je vois pas trop comment ils peuvent mesurer l'offensif. Notre Big Blue Button. Même si aujourd'hui nous semblerions être plusieurs à avoir eu des petites difficultés. Voilà, on ne répétera pas ce qu'on a dit sur Hervé. Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais je ne vois pas ce que je viens faire dans la veille. Eh bien, c'est très gentil. Merci pour tous les remerciements. Alors, la prochaine réunion. Donc le 9 novembre. Je vérifie quand même. La prochaine réunion, c'est avant le 11 novembre. Oui. Non, tu es sûr que c'est le... Attends. Normalement, c'est le 9. C'est marqué sur le site web. Oui, c'est ça, c'est mardi 9. Donc, c'est mardi 9 novembre. Et les deux présentations sont prévues. Et comme va dire Jean-Philippe, c'est marqué sur le site web. Et sur les slides.
Ah, c'était. Ah, ben, j'ai pas vu ni entendu à ce moment-là. Je m'excuse. Voilà, comme le dit Eric, on fait tout pour avoir une réunion en physique, tout en potentiellement maintenant en maintenant un accès à distance, parce que bon, bah, maintenant tout le monde a pris l'habitude des accès à distance. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est que si nous reprenons les réunions en présentiel, nous allons essayer de conserver justement la visio comme ça pour que tous ceux qui ne peuvent pas venir puissent voir la présentation. Je rappelle que ça fait très longtemps que grâce à Vladimir, les présentations sont filmées et sont publiées sur la chaîne YouTube Oui, mais Oclear. c'est pas du direct. C'est qu'il y avait le temps de montage. D'ailleurs, il y en a plein que j'ai pas fait. Il Oui, il y faudrait que en je a le fasse, quelques-unes encore mais il y a quand même un temps de dans la montage. queue. Là, l'idée, ce serait d'avoir un truc en direct, avec Octopus, par exemple. Voilà. Par contre, évidemment, quand on va boire un coup après la réunion, bah, à distance, ça ne le fera pas. Oui, c'est sûr. Et puis, pour les réunions présentielles, on aura le plaisir de vous distribuer des goodies aussi, puisque à distance, on n'a pas su distribuer les goodies. Ah, ce sera d'autant plus de bonnes raisons avec des goodies absolument magnifiques, très diversifiés et surprenants de venir aux réunions en présentiel.